Alors, laïcité, elle figure au préambule de notre Constitution. La République, notre République, est une, indivisible, laïque et sociale. Alors, qu'est-ce que la laïcité? Évidemment, dès que nous nous prenons, ne fût-ce que dans les 27 autres États de l'Union, peut-être bientôt les 26 autres, cette notion de laïcité ne trouve pas de traduction. Il y a une approche qui nous est propre et qui nous fonde. Encore faut-il comprendre ce qu'est cette laïcité qui serait peut-être chez nous différente de celle des autres. Il n'y a pas sur nos billets de banque « In God we trust ». Et cette laïcité, peut-être qu'elle naît d'ailleurs, il y a 2000 ans, dans cette distinction que nous connaissons tous, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le seul problème, c'est que les deux se sont mélangés dans la pérennisation et l'organisation de l'Empire romain. Et c'est sans doute un des aspects de la question qui se pose aujourd'hui. Souvenons-nous que l'Europe a été à feu et à sang, voici 4 siècles, que sa population a été divisée par 2 à la suite de ses performances, qu'il a fallu une diète à Augsbourg en 1555, quelque part par là, si j'ai bonne mémoire, pour qu'au moins on trouve un premier prétexte auquel Charles Quint n'avait pas trouvé de solution, cuius regio et ius religio. Au moins, tiens, tu adoptes la religion de ton prince, et puis à l'inverse de la position française de Louis XIV, si tu n'es pas d'accord avec ton prince, ben tu changes de prince. Ce qui n'était pas permis lorsqu'on a révoqué l'édit de Nantes. Donc c'est une longue histoire que celle de l'instauration de la laïcité. Westphalie, 1648, 30 ans de massacre, au nom de ceux qui croyaient et qui pensent détenir les uns et les autres la vérité. C'est bien la position de tous les frères maçons. Aucun d'entre nous ne détient la vérité. C'est ce qui fonde cette tolérance qui nous permet de discuter aujourd'hui tous ensemble. Alors nous vivons une période d'intérêt renouvelé pour le concept de laïcité parce que ce concept est mis en crise. Et les crises sont bonnes pour la pensée. L'événement déclencheur qui a mis la laïcité en crise récemment, on a relancé l'intérêt et l'étude, a été ce qu'on appelle l'affaire du voile à l'école. Ou encore l'affaire de Creil, à l'automne de 1989. L'appel des 5, auquel je m'honore d'avoir participé, a été publié début novembre 89. Puis sont venues d'autres discussions, des questions, un ensemble qui visait à discréditer le régime laïque, mais qui constituait autant de tests, d'épreuves, de défis pour un réveil intellectuel et une construction philosophique. Ainsi s'est constitué ce que j'appelle un corpus problématique. L'affaire des signes religieux à l'école publique, Creil, ses résurgences et ses corollaires, accompagnateurs scolaires, universités, le vote de la loi de 2004, l'affaire du gîte d'Épinal, je vous la raconterai si besoin, celle du port du masque dans les lieux publics, les tentatives de toilettage de la loi de 1905, notamment sur le financement des lieux de culte, l'affaire des cimetières, la récupération de la thématique laïque par l'extrême droite, l'affaire des entreprises, des associations, de la crèche Babilou. Enfin, je ne vais pas énumérer tout, mais ça fait une espèce de bric-à-brac. Hein. Puis alors, il y a eu la multiplication des attentats sanglants qui ont marqué l'année, notamment l'année 2015, et qui se sont succédés depuis, et pas seulement en France. C'est toute la société avec cela qui a été saisie par les questions liées à la laïcité, à laquelle on fait depuis référence dans tous les sens. Et ce sont ces questions que j'ai tenté donc de penser depuis plusieurs années, notamment dans certains ouvrages que notre frère a cités, Penser la laïcité en particulier. Alors j'ai évoqué une mise en crise. La césure de 89 a été un symptôme, révélant qu'une évidence était ébranlée. Mais les coups de boutoir, les tests, les tentatives de déstabilisation n'étaient pas seulement dus à des durcissements religieux. La mise en crise s'est installée aussi grâce à un relais très efficace, qui, lui, ne se présente nullement sous forme extrémiste. Une pensée aimable, aux atours bienveillants. En effet, l'extrémisme religieux et ses tentatives communautaristes et politiques trouvent un soutien auprès d'un allié idéologique puissant, à savoir
la pensée qui veut faire de l'attitude religieuse une norme. Cette pensée propose, par un aggiornamento de la laïcité, d'articuler diverses formes de religiosité en un régime de tolérance, à modèle anglo-saxon, dans lequel l'État accorderait un degré de reconnaissance politique aux religions. Or, ces tentatives de réinsertion du religieux dans le domaine de l'efficience politique sont appuyées sur l'apparente, je dis bien apparente, universalité de ce qu'on appelle le fait religieux. Le schéma consiste à s'autoriser d'une représentation que l'on se fait de la société en général pour former injonction envers l'association politique. Alors que ce serait plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. L'appel à l'évidence sociale sert de point d'appui pour transférer sur un concept les propriétés d'une représentation et pour les ériger en normes politiques. Et cette opération sert les opérations plus spectaculaires menées par les radicalités, les extrémismes religieux et séparatistes. Vouloir s'inspirer d'une représentation de la société pour en tirer un modèle dont la société politique devrait s'inspirer, eh bien cela pose une question fondamentale de philosophie politique, celle de la nature et de la forme du lien qui rend possible l'association politique. Ce lien doit-il se confondre avec un ou des liens sociaux préexistants, ou du moins les refléter, prendre modèle sur eux, s'en inspirer, ou bien alors peut-il se penser, ou doit-il se penser de manière distincte, se présenter comme autoconstituant, étant à lui-même son propre commencement? Telle est la question initiale, radicale au sens philosophique, celle de la nature du lien politique, celle de sa distinction conceptuelle avec tout autre lien, notamment religieux, que j'ai considérée comme fondamentale pour construire cette conceptualisation de la laïcité. Ce fut ma façon de contribuer au réveil de la pensée laïque. Et c'est ici qu'il m'a paru éclairant de remonter au XVIIe siècle. Il en a été question dans l'exposé préliminaire, car la philosophie classique a rencontré cette question, et précisément sous la forme du rapport entre le lien politique et le lien religieux. En quoi est-il ou serait-il nécessaire, c'est bon là? Ça va? Vous m'entendez? En quoi serait-il nécessaire de disjoindre lien politique et lien religieux? Est-ce possible? Et si oui, jusqu'où? Ce noyau conceptuel, eh bien, je l'ai trouvé en lisant un auteur de la tradition anglo-saxonne, pas un auteur de langue française. Grand théoricien de la tolérance, à savoir John Locke. Dans sa lettre sur la tolérance de la fin du XVIIe siècle, Locke pose la question fondamentale en même temps qu'il y répond. Il y répond en disant qu'il faut exclure les athées de l'association politique. Il faut admettre tout le monde sauf les athées. Et l'argument qu'il donne, c'est que les athées ne sont pas fiables dans leurs serments, du fait qu'ils ne croient à rien. Ce n'est pas sans rapport avec quelques traditions maçonniques issues des constitutions d'Anderson, on reconnaît certaines choses. La tolérance est un progrès. On ne vous demande pas de croire à ceci plutôt qu'à cela, ça c'est très important dans la théorie de la tolérance à l'anglo-saxonne. On ne vous demande pas d'avoir la religion du prince, il en a été question là aussi, mais la croyance en tant que telle, sans autre forme de détermination, s'en trouve valorisée. Elle semble nécessaire à toute forme de lien, à toute forme de crédit. C'est elle qui garantirait l'honneur et la probité. D'où l'exclusion des non-croyants. Voilà comment raisonne Locke. Je formulerai... Alors, il raisonne sur l'association politique, bien sûr, pas sur les associations particulières. Je formulerai autrement cette limite. Le problème avec les non-croyants, c'est qu'ils sont par définition déliés. Comment faire avec eux? Eh bien, c'est loin de clore la question de la formation du lien politique, bien au contraire, ça l'ouvre, du moins lorsqu'on parle du lien politique. Car le motif du rejet des non-croyants avancé par Locke permet de poser une question très importante. Pour faire la loi, faut-il se régler sur le modèle de la foi, sur un modèle fiduciaire? Le lien politique s'inspire-t-il d'une adhésion préalable dont le modèle serait la croyance? Suppose-t-il des conditions
ou des coalitions plutôt, qui lui seraient logiquement antérieures et qui lui seraient nécessaires? Locke répond oui, mais ce n'est pas une raison pour écarter sa lecture. Ce grand esprit a vu le cœur de la question et sa manière de répondre dégage ce que j'appelle une question structurante, parce qu'une question structurante va réunir des réponses qui peuvent être opposées, mais les expliquer. Il y répond en relation à la formation de l'association politique. Pour être brève, non, sa réponse n'en est pas moins philosophique. Voilà. Eh bien, pour faire apparaître la différence laïque, quelle différence donc entre tolérance pensée de cette manière, qui est déjà un très grand progrès, notre frère l'a rappelé tout à l'heure, et la question de la laïcité? Eh bien, pour faire apparaître cette différence laïque, je crois qu'il faut relire Locke en reprenant son raisonnement. Je ne vais pas vous infliger une explication de texte. Locke fait ça très minutieusement. Pour établir ce concept, il s'emploie à comparer l'association civile, l'association, ce que nous appelons l'association politique, d'une part, et puis les associations religieuses ou privées, plutôt religieuses de l'autre. Et il montre qu'elles sont tout le temps disjointes sur tous leurs critères. Elles n'ont pas le même but. Je ne vais pas tout vous détailler. Elles n'ont pas les mêmes moyens. Elles n'ont pas le même principe, mais elles ont une même racine. J'ai fait tout ça, j'ai mis ça dans un tableau dans mon livre. Elles n'ont pas la même racine. Il y a quelque chose de commun au fond, dit-il. C'est comme ça, il faut rétablir son raisonnement. C'est la forme du lien. La forme assure la fonction de sauvegarde de l'association de part et d'autre. Et le lien religieux et le lien politique sont pour Locke de même nature, plutôt de même forme. C'est plutôt la forme. Alors qu'ils ont des propriétés entièrement disjointes par ailleurs, même pas le même but, pas le même moyen, pas le même principe. Donc voilà ce qui pose la question des athées, ils apparaissent comme des électrons libres. On ne peut pas les relier. Or le concept de laïcité, vous voyez ce qu'il va faire. Vous voyez très bien comment ça va fonctionner. Le concept de laïcité va s'inscrire dans ce champ en s'en distinguant minimalement, mais radicalement. Le schéma de Locke peut être repris presque intégralement, à une différence près, la dernière cellule, la racine commune, va être coupée en deux, elle aussi. Elle est brisée, la radicale identité entre foi et loi n'est plus pensée comme nécessaire à l'association politique, on va en faire l'économie. En 1871, le mot laïcité entre dans le dictionnaire dans son acception moderne. Laïcité, ce mot nouveau, n'est pas encore d'un usage général, expliquait en 1887 Ferdinand Buisson dans son dictionnaire de pédagogie. L'étymologie du mot laïcité permet d'en comprendre le sens. C'est une explication que je donne assez souvent lorsque j'interviens auprès d'élèves dans des classes. Ce mot est formé sur la base du substantif laos qui signifie en grec le peuple dans son ensemble et dans son unité. Il y a plusieurs mots en grec pour dire le peuple, vous le savez. Il y a démos, qui a donné démocratie, c'est le peuple délibérant. Il y a ethnos, qui a donné ethnologie, ethnographie, qui signifie le peuple comme race. Le mot laos désigne le peuple dans son ensemble, dans son unité. Et on peut en conclure que la laïcité est ainsi le principe d'organisation d'une société qui vise à l'unité du peuple, par-delà les différences des sujets qui le composent. C'est un principe de concorde. À partir de 1881, le combat laïque se jouera sur le terrain scolaire. L'avenir du régime républicain démocratique en cours de consolidation dépend de ce débat. Jules Ferry, le frère Jules Ferry, cumulant les postes de chef de gouvernement et de ministre de l'instruction publique, relancera de manière décisive le conflit entre le cléricalisme éducatif et les partisans de la laïcité scolaire. La loi du 18 mars 1881 fait interdiction à tout établissement privé de prendre le titre d'université. L'État devient le seul habilité à attribuer les grades universitaires. La loi du 21 décembre 1881 crée un enseignement secondaire pour les jeunes filles. Les efforts de Jules Ferry se portent principalement sur l'école primaire. Il s'agit pour l'État
non seulement d'assurer l'instruction dès le plus jeune âge, mais de toucher le plus grand nombre. Ainsi, la loi du 16 juin 1881 assure la gratuité de l'enseignement primaire et celle du 28 mars 1882 rend l'école obligatoire et les programmes laïques. Le catéchisme ne peut plus être enseigné au sein des écoles publiques et le jeudi devient un jour chômé pour les familles qui souhaitent dispenser ce type d'enseignement. La laïcité, selon Ferry, constitue la garantie d'une neutralité en matière religieuse et n'a pas le sens d'un athéisme combatif tel que veulent le faire croire les catholiques radicaux à l'époque. Ces derniers encouragent alors les familles pratiquantes à fuir cette école sans Dieu. La laïcité n'est pourtant pas l'anti-religion. À l'image de nombreux libéraux, républicains et catholiques progressistes, Jules Ferry considère que l'affirmation du socle laïque républicain permettra de rebâtir une société française divisée par de trop longues décennies de querelles religieuses. Le 11 décembre 1905, la loi de séparation des églises et de l'État est promulguée. Cette loi, on le sait, sera condamnée par le pape Pie X en février 1906. La reprise en 1921 des relations diplomatiques avec l'État du Vatican marquera ensuite l'acceptation de la laïcité française par l'Église catholique romaine. Avec la loi de 1905 se réalise le vœu prophétique de Victor Hugo qui, en 1850, lançait déjà à l'Assemblée nationale, Victor Hugo, il est là, affiché, « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle », à l'époque sous les huées et les apostrophes virulentes d'une grande partie de l'hémicycle. Outre l'Église et l'État, la loi de 1905 distingue également l'espace public et la sphère privée. Enfin, elle affirme la liberté de conscience, qui comprend bien entendu la liberté de culte. La Constitution de 1946 puis celle de 1958 réaffirmeront la nature laïque de la République en faisant de la laïcité un principe constitutionnel inscrit dans son article 1. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Nous avons depuis vécu plusieurs décennies d'application sans trop de heurts du principe de laïcité, à l'école notamment. Ce principe était admis, bien compris, souvent explicité, en particulier dans l'institution scolaire, et en 1989, le temps des conflits paraissait largement derrière nous, au point que nous n'en parlions plus guère, pas même dans le cadre de la formation des enseignants en école normale, quand éclate ce qu'avec le recul nous pouvons aujourd'hui nommer la nouvelle querelle de la laïcité. En juillet 89, vous vous en souvenez, la France célèbre avec faste le bicentenaire de la Révolution française et les principes immuables et la maxime républicaine qui figure au fronton de nos écoles. Et c'est précisément là, au sein de l'institution scolaire, que naîtront, à peine éteints les feux de la fête révolutionnaire, cette nouvelle querelle de la laïcité. La première avait été un combat long, rude, parfois violent. On fit donner l'armée contre l'Église. Ce combat mettait aux prises partisans et adversaires de la laïcité. La loi de séparation des églises et de l'État, grande loi de compromis, vint y mettre un terme, et durablement, je viens de le rappeler. La nouvelle querelle de la laïcité prit tout le monde par surprise. D'abord par le caractère inédit de la situation qui le déclencha en 1989, en second lieu par la qualité des adversaires qu'elle mit rapidement aux prises. Le combat ici prit la forme d'un débat, très vite d'un vaste débat national, qui n'opposait pas cette fois partisans et adversaires de la laïcité, mais divisait au sein même de la République laïque. À y regarder de près, ce débat fut même, en 1989 et dans les années qui suivirent, essentiellement interne à la gauche. Les plus anciens se souviennent certainement, les plus jeunes, j'en vois quelques-uns, l'auront appris depuis, que devant l'apparition dans un collège de l'Oise, le collège Gabriel Havès de Creil,
de ce que nous nommions alors un foulard islamique, on ne savait pas comment le nommer à l'époque, par 2 collégiennes d'origine marocaine, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin, préféra s'en remettre à l'avis du Conseil d'État, en lieu et place de la décision politique qui s'imposait. Faute majeure, à mes yeux, moment décisif dont nous subissons encore aujourd'hui les conséquences. Je me souviens d'une discussion au sortir de l'Institut national de la recherche pédagogique rue d'Ulm avec le conseiller spécial de ce ministre à l'époque, qui lui-même, quelques années plus tard, est devenu ministre de l'Éducation nationale. Et je lui disais, mais il faut tenir bon. Nous étions à ce moment-là en novembre 89. Je lui dis, il faut tenir bon sur la laïcité devant ces foulards qui commencent à se répandre dans nos établissements. Il me disait, nous étions fin octobre 89, c'est très précis. Il me répond, mais écoute, ça ne passera pas la Toussaint. Il va y avoir les vacances scolaires, tu vas voir, on n'en parlera plus au retour des vacances de Toussaint. Quelle clairvoyance. Alors cette crise laïque prend évidemment plusieurs formes. La forme la plus visible, la plus agressive, nous en sommes à plus de 260 morts depuis 2012 et l'affaire Mera. C'est l'islamisme, c'est-à-dire cette volonté de certains courants de l'islam d'imposer la présence politique et la présence institutionnelle de l'islam dans la société. Les principales forces de cette bataille sont évidemment les frères musulmans et le courant salafiste, dont on sait qu'ils sont par ailleurs représentés presque officiellement par 2 des pays avec lesquels la France entretient des relations extrêmement les plus étroites, qui sont le Qatar, pour les frères musulmans, qui est la base arrière des frères musulmans dans le monde, et l'Arabie saoudite pour le salafisme. On a vu récemment le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale en voyage en France, reçu d'une manière surprenante par les représentants de l'islam de France et par les autres confessions, dans une grande cérémonie qui a eu lieu au Palais Brongniart, à l'ancienne bourse de Paris, inauguré en grande pompe et avec des officiels un centre culturel à Lyon. Rappelons simplement que le secrétaire de la Ligue islamique mondiale est l'un des anciens ministres de la justice de l'Arabie saoudite et que sous son ministère, plus de 500 personnes ont été décapitées et que Raïf Badawi, ce blogueur libre-penseur saoudien que le comité laïcité république a récompensé il y a 2 ans d'un prix de la laïcité, a été mis en prison, condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet sous le ministère de ce monsieur. Voilà toute l'ambiguïté et la contradiction, évidemment, dans laquelle nous vivons. Et il n'est pas étonnant, comme l'a dit Alain et comme j'ai essayé de le rappeler, que ce soit sur l'école que porte l'essentiel de l'effort, pas seulement, mais sur l'école, parce que, comme vous le savez, l'école, Alain nous l'a rappelé, l'école est au cœur de la République, et est au cœur de la laïcité, elle est au cœur de la citoyenneté. La citoyenneté laïque française, cette position zéro dont parlait Catherine, est tout sauf naturelle. Elle s'apprend. Ce qui est naturel, c'est ce que dit Monsieur Le Pen. Je préfère mon frère à mon cousin à mon voisin à un Français à un étranger. Ça, c'est frappé au coin du bon sens à première vue. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est si difficile de contredire Monsieur ou Madame Le Pen lorsqu'ils sont à la télévision, parce que ils ont besoin d'1 minute pour proférer ça, il faudrait 2 heures pour le démonter. Et c'est très compliqué. Mais à cette fausse naturalité des relations humaines, la République laïque et citoyenne oppose
la dignité d'un apprentissage de la vie en commun et la dignité de la reconnaissance dans chaque autre personne, dans chaque autre être humain, de son semblable avant de reconnaître quelqu'un de différent. Et c'est un pari sur l'intelligence, c'est un pari sur le savoir, c'est un pari sur la construction de l'esprit critique, et ce pari on ne le gagne qu'à l'école de la République. C'est pour cela que cette école fait l'objet d'une telle pression. Et si cette pression, magnifiée par les attentats que nous avons connus, les attaques au couteau et les différentes exactions de ces dernières années, est évidemment manifestée par les islamistes, il ne faut pas oublier qu'elle est aussi manifestée de manière constante depuis 1945 au moins par l'Église catholique. N'oublions pas que mes prédécesseurs ont cité l'une et l'autre les expressions, les adjectivations de la laïcité ouverte, la laïcité positive, etc. N'oublions pas que la première occurrence de la laïcité positive apparaît sous la plume d'un jeune historien de droite catholique juste après 1945, qui est René Raymond, qui dans la revue Études va, pour la première fois, utiliser l'expression laïcité positive. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment précis, la République a fait quelque chose qui n'existait pas avant, elle a mis le mot laïcité dans la Constitution. Et ce qui n'était qu'une loi non constitutionnelle, même si elle avait une valeur constitutionnelle, la loi de 1905, est devenu soudain quelque chose d'intangible et d'extrêmement compliqué à remettre en cause. C'était une sorte de chiffon rouge agité face à certaines parties de l'Église catholique. Et depuis 1946, on a vu effectivement se succéder des lois qui ont permis de créer, en quelques décennies, un véritable dualisme scolaire dans notre pays. Les lois de 1950, les lois Marie et Barranger, la fameuse loi Debré de 1959, dont je vous rappelle que, à l'époque, elle avait fait l'objet d'une pétition pour la contrer, lancée par la Fédération de l'éducation nationale et par d'autres associations, qui avaient donné lieu au fameux serment de Vincennes dont on reparle en ce moment. Et à l'époque, pétitionner, c'était pas un clic sur Internet. C'était monter les escaliers, faire les marchés, envoyer des courriers, mettre des timbres. Eh bien, cette pétition, à l'époque où la France avait 45 millions d'habitants, avait recueilli 11 millions de signatures, s'opposant à la loi Debré. Ça n'a pas empêché cette loi de passer. Puis, il y a eu la loi Germer, puis il y a eu les accords Langue-Cloupet, puis il y a eu la loi Karl, puis encore d'autres choses, particulièrement récemment, sur les obligations scolaires. Et donc, on voit bien que cette pression sur l'école est stratégique, quel que soit le culte, quelle que soit la religion, parce que c'est à partir de cette pression sur l'école et à partir d'une éventuelle victoire sur l'école de la République par l'école privée confessionnelle que pourra être remise en cause la laïcité de l'État et la laïcité de notre société.